Bienvenue dans le débat. On va parler de politique française ce soir, à moins d'un an de l'élection présidentielle. La campagne est lancée. Marine Le Pen est donc candidate du Rassemblement national. Les derniers sondages confirment son avance puisqu'elle est créditée de 35% des intentions de vote. Elle est même donnée gagnante dans tous les scénarios de second tour. Des sondages en tout cas du 9 et du 10 juillet publiés dans la Tribune dimanche. Jean-Luc Mélenchon conforte selon ces sondages sa domination à gauche. Mais alors, quid des candidats du centre et de la gauche social-démocrate? Comment se hisser au second tour? On va y revenir. La bataille présidentielle est lancée. Elle est lancée dans un contexte de crise géopolitique, économique et climatique. Alors, qui face à Marine Le Pen? On va poser ces questions à mes invités. Virginie Leguet est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique. Bienvenue. En face de vous, Emmanuel Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, consultant en stratégie d'opinion. La guerre civile n'aura pas lieu. Donc, c'est votre livre paru chez Robert Laffont et coécrit donc avec Nicolas Prissette, qui est justement de la Tribune dimanche. Et ce soir, nous avons Marie-Ève Malouine. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à la revue politique et parlementaire. Bienvenue à vous. D'abord, un petit tour de table. Nous sommes à moins d'un an de la présidentielle et à moins d'une semaine de la déclaration de candidature de Marine Le Pen, en pleine crise géopolitique au Moyen-Orient, sans parler de la guerre en Ukraine, et puis bien sûr de toutes ces canicules qui se succèdent. D'abord, votre analyse sur le climat de cette campagne, Virginie Leguet. La campagne sera-t-elle difficile? Elle s'annonce déjà très, j'allais dire paradoxale, avec une candidate qui, quoi qu'elle en dise, a été condamnée en première et deuxième instance et qui est quand même sous la menace de ce que pourra décider le Conseil constitutionnel. C'est la première fois que ça se produit dans notre pays, que nous ayons une candidate qui est... qu'elle le raconte autrement. Avec ce pourvoi en cassation. Absolument, le pourvoi en cassation est suspensif, mais je rappelle que la Cour de cassation ne juge pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que la Cour de cassation va s'appliquer simplement à voir si les règles de droit ont été respectées. Si elles l'ont été respectées, le jugement s'appliquera. Et elle devrait statuer donc juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc effectivement, un démarrage un peu assez intéressant. Emmanuel Rivière, une campagne en plus, alors qu'il y a, on le voit un peu dans toutes les études, rejet des institutions, défiance à l'égard des médias, omniprésence et présence donc très forte cette fois des réseaux sociaux. Ça aussi, ça va impliquer un certain climat. Oui, et ça va tendre, je pense, vers une question, en fait, qui est, compte tenu de ce que vous avez rappelé dans les titres, la position de Marine Le Pen, ce que disent les sondages du premier tour, à une question qui serait pour ou contre le Rassemblement national au pouvoir en France en 2027, ce qui finalement serait une réplique un peu de la question législative de 2024, sauf que là on avait juste 3 semaines pour répondre à la question, là on a 10 mois, et 10 mois pendant lesquels tous ces ingrédients, et dans lesquels on risque de se précipiter un certain nombre de gens qui de l'étranger, soit par malveillance, soit par intérêt idéologique, ont envie de s'en mêler, vont exacerber le débat dans ce sens-là. Donc ça se transforme quasiment en un référendum pour ou contre Marine Le Pen, c'est ce que vous dites. Oui, et avec une question, du coup, sous-jacente, qui est qui pour s'opposer éventuellement à la conquête du pouvoir par le Rassemblement national. Marie-Ève Malouine, campagne en plus dans un contexte géopolitique international inédit, plus climatique. Aujourd'hui encore, recommence à parler tout de même de ces problématiques de canicule. Ça va faire beaucoup de thèmes de campagne. Il y aura énormément de thèmes de campagne et aussi on va chercher le profil du président de la République. Marine Le Pen a trouvé cette originalité de dire « je suis candidate à la présidence, mais Jordan Bardella, lui, sera à Matignon et c'est mon futur Premier ministre, on vous propose un ticket ». Ce qui ne s'est jamais vu en France, qui n'est pas dans l'esprit de la Constitution d'avoir un ticket. Et en plus, sachant que tous les deux ne sont pas tout à fait d'accord sur leur approche, notamment économique. Ils vont en parler ces prochains jours. Donc, on va voir aussi comment se comporte Jordan Bardella. Est-ce qu'il va beaucoup aider Marine Le Pen? Est-ce qu'il va se dire... je l'aide, mais je ne veux pas être responsable d'un échec s'il sent qu'elle peut courir à l'échec et que lui, il veut cranter pour la suite. Et tous les autres observent jusque-là. Tous les autres commençaient à dire on va attendre le 7 juillet que Marine Le Pen soit candidate ou pas, on ajustera après. Puis finalement, elle l'est, mais on peut se dire est-ce qu'elle le sera jusqu'au bout, dans quelles conditions? Donc on a l'impression que l'été va être encore un peu confus. Et paradoxalement, on parle de cette présidentielle depuis très longtemps,
Mais finalement, elle n'a toujours pas commencé en Vous réalité. dites qu'elle n'a pas commencé. Est-ce qu'elle n'a pas commencé justement depuis une semaine, depuis qu'on a appris que Marine Le Pen était candidate? On va écouter les réactions justement de ces porte-paroles, les porte-paroles du Rassemblement national. Il y a une volonté de partir en campagne, d'aller à la rencontre des Français, d'aller parler de notre programme et de leur expliquer que l'alternance qu'ils attendent est prête. Regardez, j'y suis. Sur la campagne. Bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on se concentre sur la campagne. On a donc l'annonce de la Cour de cassation, on prend acte comme tel, et puis bien qu'on pourra, maintenant c'est la campagne. La place c'est la politique. On souhaite effectivement tourner la page, faire campagne, parler de fond. C'est ce que les Français veulent. On retrouve notre ticket gagnant qu'on voulait pour cette campagne présidentielle. Et donc le ticket gagnant commence la campagne dès aujourd'hui et tout le mouvement suivra tout cet été. C'est un peu le coup d'envoi, même si elle n'est pas la première candidate, non? En tout cas, c'est la candidate la mieux placée et celle qui, à ce jour, n'a pas de vainqueur au second tour. N'a pas de, c'est ça. C'est elle qui gagne à tous les coups de figure, dans tous les cas de figure au second tour. Donc, c'était vraiment la clé de cette élection présidentielle. Est-ce que ça serait elle? Est-ce que ça serait Jordan Bardella? C'est elle. Et le fameux ticket dont elle parle, sur le bulletin de vote, il n'y aura que son nom, hein. Donc, c'est un ticket qui lui permet aujourd'hui d'afficher des lignes assez différentes. Et on l'a bien vu dimanche dernier. Elle s'est exprimée dans le journal du dimanche, Jordan Bardella dans le JDD, et ils ont dit tous les deux des choses assez différentes. Jordan Bardella a dit que s'il était à Matignon, il formerait un gouvernement avec des sensibilités assez différentes et certainement pas que des cadres ou des députés du RN. Et puis il a parlé de l'union de la droite, ce qu'elle ne fait jamais et ce dont elle n'est pas elle-même très friande. Donc pour l'instant, il déploie deux lignes, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Il y a un moment, ces deux lignes devront se rejoindre. Quels seront les arbitrages? Je ne sais pas. Mais cette campagne qu'elle nous présente comme une campagne tout à fait inusuelle parce qu'elle parle de tickets, de duos, d'alliances. Enfin, pour l'instant, je rappelle que les Français n'auront à voter que pour Marine Le Pen. Et donc, Jordan Bardella, oui, peut-être deviendra son Premier ministre, mais c'est pas lui qui est candidat. On va regarder justement ces sondages parus dans la Tribune dimanche qui, d'abord, elle a 35% d'intention de vote pour le premier tour. Ça, c'est entre 34 et 35,5%, ce qui est quand même énorme. Pourquoi, à votre avis, Emmanuelle Rivière suscite-t-elle une telle... On parle de vote d'adhésion aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un vote de contestation seulement. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on est dans un vote d'adhésion. Il y a une analyse très intéressante d'un autre institut de sondage qui s'appelle Cluster 17, qui a publié récemment un papier très, très fouillé sur un échantillon de 5000 personnes qui regardent, en fait, qui demandent aux gens quel est leur rapport aux différents partis et qui regardent s'il y a des préférences exclusives ou non pour un parti. Et le Rassemblement national est le seul parti qui dispose d'un socle de gens qui disent pour moi c'est le RN, pour qui j'ai de l'estime, et n'en ayant pas du tout pour les autres partis. Et ce socle représente 17% de l'ensemble de l'échantillon, ce qui veut dire que sur la base des votants, ça fait largement passer la barre des 20%. On peut être à peu près sûr sur la base d'un tel socle, effectivement, Marine Le Pen serait au second tour. Il y a différentes composantes de ce succès. Du part, l'importance que cet électorat accorde à des thématiques qui sont extrêmement signifiantes pour le Rassemblement national, auquel il est très fortement associé, l'immigration en premier lieu, la question aussi de l'identité culturelle, enfin en gros l'hostilité à l'égard de l'islam fait partie évidemment du package, et puis les questions de sécurité. Mais il y a un autre ingrédient qui est très puissant aussi, c'est effectivement l'envie de renverser la table, l'idée que la manière dont on fait de la politique, dont le pouvoir s'exerce, et s'exerce avec mépris à l'égard d'un certain nombre d'électeurs, ça devient insupportable. Donc on veut punir ces gens-là, et un moyen de les punir apparaît de plus en plus comme étant le bulletin de vote du Rassemblement national. Alors que ce serait sa 4e campagne. Donc, en termes de nouveautés, c'était pas si mais nouveau. les thèmes changent jamais beaucoup. Dans une campagne en 2017, c'était déjà en réalité le dégagisme. Simplement, plutôt que Marine Le Pen, il y avait Emmanuel Macron qui disait, souvenez-vous, tous ces gens qui font de la politique depuis des années, moi je vais arriver avec un nouveau monde politique. Et puis, il s'est rendu compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Il a quand même été réélu en 2022. Marine Le Pen, elle est toujours sur sa même ligne. C'est pour ça qu'elle a besoin de Jordan Bardella. Pour élargir en plus. Pour élargir et donner aussi, faire venir à elle une partie de la droite. Parce que quand qu'elle dit aux 20h juste avant le résultat de la Cour de cassation, elle dit Jordan Bardella, il sera chef du gouvernement et de la majorité. Et à lui de voir. Et donc elle compte
sur son élection pour avoir un effet d'entraînement et faire venir à elle des gens comme Éric Ciotti, de la même façon qu'Éric Ciotti l'a fait, du côté de LR. Parce que les gens qui vont être à LR et qui vont voir une nouvelle fois le pouvoir leur échapper, si Marine Le Pen vient les voir, et surtout si c'est Jordan Bardella et non plus quelqu'un qui a le nom de Le Pen, pour dire on va faire une coalition, on va travailler ensemble, mais vous n'êtes pas étiqueté RN, c'est ça, cette union des droites que Jordan Bardella préfigure. Et là, ce qu'elle dit, Marine Le Pen, ça, ce sera son boulot. Moi, je serai à l'Élysée, je trancherai, j'arbitrerai. Mais alors, sur les questions économiques comme la retraite, là, il risque d'y avoir de vrais différends, parce que LR n'est pas du tout sur la ligne de Marine Le Pen, que ce soit sur la retraite à 62 ans, ou même sur la dette, la question donc des déficits. Enfin, a priori, et Bardella non plus. Voilà, et ils ne sont pas. Et Bardella n'est effectivement pas sur la même ligne que celle de Marine Le Pen. Donc il va falloir un peu de clarification. Peut-être ça va être un peu compliqué pour c'est-à-dire qu'elle, à mon avis, à mon sens, elle ne pourra pas éternellement mener cette campagne en faisant croire qu'il y aura à la fois ce que dit Jordan Bardella et ce qu'elle dit, parce que les deux ne sont pas compatibles. Donc il va bien falloir... Est-ce qu'elle peut perdre un électorat, justement, si elle se rapproche pour l'instant, elle essaye de la ligne de Bardella? Elle essaye de ratisser large, mais elle ne pourra pas dire à la fois l'âge de la retraite est à tel âge et Jordan Bardella dit tout à fait autre chose. Sur le port du voile, ils ne sont pas d'accord. Sur tout un tas de questions, ils ne sont pas d'accord. Elle ne pourra pas marcher comme ça. Il y a un moment, il faudra qu'elle dise ma ligne, à moi, en tant que candidate pour lequel vous allez ou non voter lors du premier tour, c'est ça et c'est pas autrement. Mais elle ne peut pas dire attendez, moi je vais être présidente dans l'ombre et puis c'est mon Premier ministre qui va décider de la politique. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc elle fait croire que pour l'instant c'est un large rassemblement, mais pardon, et j'en termine, elle le fait croire parce qu'au second tour, il en faut des voix pour gagner. Elle a son socle dur, qui est très dur et qui résiste visiblement à toutes les tempêtes et à toutes les secousses. Mais il en faut des voix, et il faut notamment des voix de la droite et du centre qui se diront bon, après tout, pourquoi pas essayer. Mais là, ces voix-là, d'abord, elles seront peut-être découragées par le statut dans lequel sera Marine Le Pen au moment de l'élection. Peut-être qu'elles verront d'un pas très bon œil un pays qui serait dirigé par quelqu'un qui serait sous la menace, parce que si elle n'a pas eu le temps d'être condamnée au cas où le pourvoi est rejeté avant son élection, elle le sera après. C'est pas très glorieux d'avoir un président de la République ou une présidente de la République sous cette menace. Et puis, les gens de droite, ils ne sont pas raccord avec ce que dit Marine Le Pen, notamment sur les questions économiques. Donc, il va falloir qu'elle tranche avant. Ça marchera pas. Ça marchera pas comme ça, le double langage. Et en tranchant, par exemple, du côté de la dette ou enfin des thèmes justement économiques de LR, qui sont vraiment plus libéraux, qui aussi souhaitent travailler plus longtemps, enfin pas du tout sur la ligne de la retraite à 62 ans, est-ce qu'elle perdrait une partie de l'électorat, justement? C'est difficile d'arbitrer là. Mais tout va jouer là-dessus, parce que elle n'est donc pas élue, et comme Virginie l'a rappelé très justement, la marche entre 35% et 50%, elle est énorme. Elle est énorme, et elle demande à rassembler des gens qui ne sont pas du tout la clientèle électorale naturelle du Rassemblement national. Donc, en fonction de qui est en face, voilà, ça peut changer quelque chose. Et peut-être que le ticket, en fait, avait comme vocation première et initiale de faire avaler la pilule au jeune Jordan, qui se voyait candidat favori, de dire finalement non, c'est moi qui vais occuper le devant de la scène pendant quelques mois, parce que pour faire un rassemblement, a priori, c'est un autre ticket qui s'imposerait. Rappelons-nous, en 2017, ça avait été en 2022, pardon, ça avait été avec Nicolas Dupont-Aignan que s'était fait le ticket pas gagnant. Non, 2017, pardon, c'est bien 2017. Nicolas Dupont-Aignan. Et un tout petit élargissement, et là il va falloir faire un élargissement, et peut-être que dans ce cas-là, on proposera dans l'entre-deux tours un autre ticket que celui initialement proposé, précisément pour réussir cet élargissement. Donc, les voix bien sûr que ça peut évoluer. Les voix d'Éric Ciotti n'y suffiront pas. Il faudra vraiment élargir. Il faut quand même à droite. être très attentif à l'attitude de Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est quand même un professionnel de la politique. Et quand Marine Le Pen dit « je suis candidate », tous les deux, avec Jordan Bardella, on va faire un déplacement demain. Et là, il a une tête de 6 pieds de long tout le temps. Il est arrivé en voiture avec elle. Il a la déception. Ce que dit Virginie, elle fait une interview dans la Tribune, lui dans le JDD ou l'inverse, je ne sais plus, mais ils disent pas la même chose. Dans un parti bien rodé, si tous les deux font une interview, ils disent la même chose. Donc Jordan Bardella, il n'y a pas que lui, il y a un entourage. Il y a des gens qui s'entendaient mieux avec Jordan Bardella et qui disaient l'union des droites, on peut la faire avec lui. Ils savent qu'avec elle, ce ne serait pas possible. Donc tous ces gens-là vont le pousser en lui disant, tu vas voir, la justice, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et si
Pour l'instant, elle est C'est revenue un au peu même score. chaotique, là, ce que vous racontez. Mais ça peut l'être, hein, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Mais il ne faut pas exclure que ce soit un peu chaotique au sein du RN. Et le RN, héritier du Front National, a déjà su se diviser entre ses cadres. C'est quelque chose qui culturellement existe dans ce parti. Donc, ce serait mortel pour elle s'il commençait effectivement. Il y a quand même une question qui se pose et qui se pose tout de suite aux électeurs. C'est pas le deuxième tour que le premier tour. Qu'est-ce qu'on va faire au premier tour pour, et peut-être en tout cas, et là je reviens à la droite et au centre droit, qu'est-ce qu'on peut faire au premier tour pour éviter que Marine Le Pen arrive au pouvoir? Et là, les stratégies, elles se posent déjà maintenant dans Oui, la tête c'est de ça. tous les électeurs. Donc la question du premier tour est Et dans la tête des candidats. beaucoup plus importante cette fois-ci qu'elle n'a peut-être pu l'être les fois précédentes. Parce que c'est du premier tour qu'évidemment dépendra celui qui éventuellement pourrait battre Marine Le Pen. Alors aujourd'hui, on voit que personne ne peut Personne ne la la battre. bat. Mais enfin, C'est à ça, 10 quand on mois d'une regarde les élection différents. présidentielle, on ne voit jamais le Oui. résultat final. On ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Mais on va regarder justement ces sondages. Donc, elle gagne face à Édouard Philippe. On peut voir la Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Donc là, c'est là qu'elle le bat. Elle est à 67,5% face à Jean-Luc Mélenchon, 32,5%. Face à Gabriel Attal, elle est à 54%. Gabriel Attal, 46%. Et face à Édouard Philippe, elle est à 52%. Et lui, à 48%. Donc, on a aussi Raphaël Glucksmann qui n'est pas encore, il n'est pas officiellement candidat et c'est à 41,5% qu'elle le bat. Bruno Retailleau, 44%. Bref, à chaque fois, elle est devant. Donc ça veut dire que tous ces candidats vont réfléchir à la manière dont ils peuvent être le candidat qui peut la battre. C'est quand même ça la réflexion aujourd'hui, Alors, à 10 mois de la Ça présidentielle. alimente la réflexion. Après, voilà, mon métier, c'est de faire des sondages politiques, et je prône le fait qu'il ne faudrait pas jamais faire de second tour avant que le premier tour ait lieu. Oui, c'est ça. Jamais. Mm. Jamais. C'est extrêmement imprudent, et on a vu sur les récentes élections municipales que ces seconds tours qui avaient été faits avant le premier tour étaient ridiculisés par le résultat réel. Donc on doit avoir la plus extrême prudence. Maintenant, il y a des choses très importantes qui vont être... Quels enseignements vous en tirez finalement de... L'enseignement, c'est l'impact que tout cela peut avoir. C'est-à-dire que, et je pense que l'enseignement, en fait, c'est un peu ce par quoi j'ai démarré. Ça va mettre encore un peu plus dans les têtes ce type de résultat que la question en 2027, c'est Marine Le Pen présidente ou pas Marine Le Pen présidente. Et évidemment que cela va avoir un impact sur les stratégies, mais à commencer par les stratégies des électeurs. Et c'est là où cette élection ne va pas du tout ressembler à celle de 2022, parce qu'en 2022, a fortiori après l'attaque de la Russie en Ukraine, qui avait requinqué le candidat Macron, la question c'était qui face à Emmanuel Macron, avec l'idée que sans doute il l'emporterait. Là, la question après, qui face à Marine Le Pen, face à Marine Le Pen, et une autre caractéristique que montrent les récentes élections, y compris les municipales, les électeurs regardent les sondages et se décident aussi en fonction de cela. Ça influence leur choix. Oui, bien sûr. Parce que le mécanisme de l'élection présidentielle le veut. Avec simplement 2 places au second tour, du coup, on se pose des questions dès le premier tour et on ne fait pas forcément son choix de cœur, on fait un choix de calcul, ce qui est d'ailleurs extrêmement pervers. C'est-à-dire les gens vont voter sous la contrainte. Je ne sais pas si on se rend compte de l'importance que ça a. C'est-à-dire entre un vote utile ou pas forcément utile, un vote pour ses idées ou un vote au contraire justement utile en se disant qui sera le meilleur pour pouvoir la battre. Et bien c'est pas très sain en démocratie Marine Le Pen. Que les gens votent par calcul et non par conviction. Et c'est ce qu'entraîne ce mode de scrutin. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir le résultat. Édouard Philippe, donc finalement, il s'en sort pas si mal si on regarde ce sondage. Mais il n'y a pas vraiment d'élan pour l'instant dans ce début de campagne, Marie-Ève Malouine. Non, parce que tout est affaire de dynamique. Dans une campagne maintenant où les sondages sont un élément qui détermine les électeurs et dont les électeurs jouent pour faire passer des messages aussi. Actuellement, vous avez plein de gens qui vous disent et qui sont ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt à gauche ou plutôt à droite, qui vous disent moi, si c'est Le Pen-Mélenchon, je ne vote pas. C'est ce qui donne ce score assez imposant pour Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Au moment du vote, ils feront peut-être pas forcément ça, mais c'est le message qu'ils veulent faire passer. Et puis on voit aussi que les électeurs regardent les sondages et veulent pas être dans le camp du perdant. Donc ce qu'on appelle le toboggan, quand Valérie Pécresse, il me semble qu'elle était à 18 en décembre, elle descend, puis à un moment elle remonte plus et elle descend encore plus. Donc ça, c'est la campagne en fait. C'est pas que la campagne, c'est aussi les sondages qui disent Pécresse
c'est fini. Elle était à 10, au-dessus de 10, maintenant elle est en dessous de 10. Elle avait été très ainsi de suite. sanctionnée après sa première intervention. Oui, mais Benoît Hamon, ça avait été pareil. Il avait commencé relativement haut, puis au fil un score correct qui permettait d'envisager un avenir. Et puis petit à petit, et les gens se détournent de ceux qui descendent dans les sondages. Et donc l'enjeu là, pour tous les candidats, c'est d'ici septembre, et surtout d'ici décembre, créer une dynamique qui dit c'est moi le meilleur pour la battre. Mais tout ça, ils veulent le faire sans dévoiler leur programme. Parce qu'ils disent si je donne des bonnes idées, les autres vont les reprendre pour me contester et moi je ne pourrai plus en bénéficier. Donc c'est un jeu uniquement tactique et stratégique. Là on est dans un jeu de casting en fait. Et qui n'intéresse pas les Français parce que les sujets qui les intéressent, ce sont leur vie quotidienne, le pouvoir d'achat, des sujets comme ça. Et pour l'instant, personne n'en parle. Mélenchon, lui, a déjà plutôt une bonne dynamique, en tout cas. Qu'en pensez-vous ? Mélenchon... Son meeting à Saint-Denis, manifestement, l'aurait porté. Lui aussi, il a son noyau dur, qu'il a très soigneusement cultivé, d'ailleurs, depuis des mois et des mois, avec énormément de détermination, mais là aussi, ce noyau dur, est-ce qu'il va s'agrandir suffisamment ? Est-ce qu'il va seulement s'agrandir pour lui permettre d'arriver au second tour ? Ou est-ce qu'il va, cette année, parce qu'il s'est fait, mine de rien, beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui se disent « Mélenchon plus jamais », est-ce qu'il va, cette année, échouer ? Je rappelle que lui aussi, il est candidat pour la 4e fois. Je voulais revenir 2 minutes sur Édouard Philippe. Oui, il y a une déception, un trouble autour d'Édouard Philippe, qui donne l'impression depuis des mois d'osciller entre une ligne, dure, du sang, des larmes, il faut réduire la dette, vous allez voir, il faut reprendre le pays en main, ce que les Français n'entendent plus depuis très très longtemps, et ce à quoi ils ne sont pas tout à fait prêts non plus, ou alors des petits coups de com' un peu bizarres, comme celle qui a consisté il y a quelques mois à demander la démission d'Emmanuel Macron. Alors comment un candidat à la présidence de la République affaiblit lui-même la fonction à laquelle il aspire ? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais même sur d'autres sujets beaucoup plus importants, il donne l'impression de ne pas avoir vraiment tout à fait arrêté sa ligne. Sur les retraites, il dit tout en ne disant pas, et ainsi de suite. Donc finalement, Édouard Philippe, je pense que bien malin seraient les Français qui, aujourd'hui, diraient il veut ci, il veut ça, il va promettre ci, il va promettre ça. Non, Édouard Philippe, il fait des petites sorties de temps en temps pour le foot, on le voit applaudir, mais enfin, pour l'instant, ça ne fait pas de campagne, ça. Et on est déjà en juillet, il n'a pas vraiment démarré une campagne sérieuse et solide et déterminée, comme si il attendait Marine Le Pen. D'ailleurs, après, quand Marine Le Pen a annoncé sa candidature, il s'est assez précipité lui-même pour dire 2 ou 3 petites choses. Mais c'est ça, c'est qu'on en est toujours aux petites choses avec Édouard Philippe. On attend le vrai démarrage du vrai candidat, oui. Mais à force d'attendre, je pense que les Français se lassent. Oui, est-ce que c'est pas un calcul de sa part, justement ? Ça peut être un calcul. Après, Édouard Philippe a été candidat très tôt, c'est probablement le premier candidat déclaré. Ça a un peu patiné avec un recul dans les... Alors, pas forcément les intentions de vote, plus dans les... Enfin, si, dans les intentions de vote aussi, mais dans les enquêtes de popularité. Il était plutôt requinqué par sa victoire au Havre, aux élections municipales. Et c'est vrai que là, on a le sentiment de ne pas beaucoup faire fructifier ce succès. Alors, à la fois, ça paraît effectivement ne pas être du côté de la dynamique, alors qu'on a incontestable du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé en quelques mois de 12 à 16% dans les intentions de vote. En quelques mois, donc avec ce discours en particulier. Voilà. Maintenant, c'est un peu parfois une illusion d'optique que de penser que les dynamiques vont forcément se prolonger. On parle souvent du croisement des courbes. C'est une règle modérément scientifique et qui ne vaut que pour les candidats d'un même camp. Croisement des courbes, Balladur, Chirac, Barre, etc. Par exemple, Attal, Édouard Philippe. Ou Attal, Édouard Philippe, exactement ça. Mais croisement des courbes entre candidats concurrents, ça n'a aucun sens. Là, avant 2012, les courbes de Nicolas Sarkozy, de François Hollande n'ont fait que de se croiser et se recroiser comme une belle sinusoïde. Donc ça n'a pas de sens. La question, c'est quelle sera la dynamique in fine. Mais si je peux revenir sur le point, parce que c'est, je pense, assez éclairant. Ce que rappelait Marie-Ève Malouine tout à l'heure sur les logiques des électeurs. En fait, c'est la logique du vote utile. On était en 2022 dans un espace ternaire. Il y avait une hiérarchie, un petit escalier des candidats haut et bas. Et à la fin, dans une logique ternaire, vous en avez 3 au-dessus de 20 et tout le monde en dessous de 5, sauf Zemmour qui fait 7. Là, si on passe dans une logique binaire, pour ou contre le RN, on risque d'en avoir 2 au-dessus de 20
et tout le monde très très bas. Et la question, c'est Qui seront les deux? qui seront les deux. Mais en tout cas, si on regarde un petit peu les leçons autour de nous, c'est comme ça que ça s'est passé en Roumanie, c'est comme ça que ça s'est passé en Hongrie, c'est comme ça que le paysage politique a fini par se structurer en Pologne. Partout où le populisme réactionnaire, l'appellation n'engage que moi, est très fort, en face, il y a qu'un seul candidat et plutôt un centriste. Plutôt un centriste. Donc ça voudrait dire plutôt Édouard Philippe, Voilà, plutôt après, Gabriel voilà, Attal, ou plutôt, pourquoi pas, un candidat à gauche, ça serait possible aussi, un Raphaël Glucksmann par exemple. C'est pas complètement exclu. Par rapport aux 17% que je citais tout à l'heure de Cluster 17, le noyau dur de Jean-Luc Mélenchon, c'est 9%, auxquels peuvent se rajouter à peu près 6% de gens qui hésitent beaucoup entre les écolos et la France insoumise. Donc ça laisse la moitié de l'espace de la gauche, qui est un petit peu au-dessus de 30%, disponible, et pour l'instant, il est très épars. Il est très épars, parce qu'ils n'ont pas encore de candidat officiel. Il va y avoir une primaire réservée aux adhérents, a priori. Donc, ça pourrait être Raphaël Glucksmann ou François Hollande. On en parle de plus en plus. Ça serait une possibilité. Ce sont des candidats potentiels, mais qui ne veulent pas être candidats officiellement. François Hollande, Raphaël Glucksmann, ils reculent le moment pour dire qu'ils sont candidats, parce qu'ils essaient de voir comment ça se présente. Ils ont bien compris que dans toutes les élections présidentielles précédentes, c'est dans les dernières semaines que ça se joue. Donc un peu à partir de janvier-février que les courbes peuvent s'inverser. Mais tout ce qui va se passer de maintenant, septembre, octobre, novembre, décembre, la photo de décembre est rarement celle de février. Donc, ce que fait Édouard Philippe, c'est d'être présent, mais sans trop se dévoiler, mais en essayant de gérer son avantage. Raphaël Glucksmann aussi ira avec le PS, ou ira pas. Il a besoin du PS, mais il ne veut pas se rendre au PS. Et puis, François Hollande, il attend de voir, parce que lui, son créneau, c'est l'expérience. Il a déjà été président. Est-ce que les sujets internationaux, est-ce que le savoir-faire, savoir diriger un pays, ça va rentrer en ligne de compte? Ce genre d'argument peut exister dans une présidentielle. Après tout, Emmanuel Macron, qui nous disait, surtout ses députés, on est fiers d'être des amateurs, on a vu, c'est pas très convaincant. Donc, il n'a pas intérêt à sortir tout de suite, mais il doit entretenir cette image. Donc c'est pour ça qu'on a des allers-retours, des moments où je pense qu'ils ont certains sondages pour dire « Hop, il faut qu'on se montre, alors on va faire une déclaration forte », mais ils ne veulent pas dévoiler le contenu de leur programme. Édouard Philippe avait programmé au départ un grand meeting vers le mois d'avril ou mai, puis finalement il l'a repoussé en attendant de savoir si c'était Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et là, il l'a fait 2 jours avant pour être celui qui imprimait le plus avant la décision des juges. Donc on a ce jeu-là, vous savez, ça me rappelle un peu les départs de régate. Vous savez, où il y a la ligne, et puis les bateaux font des tours, des ronds dans l'eau, et pour être le mieux placé quand la course est lancée. Et parfois, il y en a qui se trompent et qui se retrouvent un peu loin derrière, ou d'autres qui démarrent trop tôt. Et donc, ils doivent refaire un tour pour repartir. Ça me donne un peu cette impression. Oui, c'est une bonne image. Et Gabriel Attal, alors on n'a pas encore parlé de lui, il a une bonne dynamique. Enfin, dans les sondages, il est plutôt un peu derrière Édouard Philippe, mais... Il est même assez sensiblement derrière. Mais Gabriel Attal, alors là, je prendrais comme seul exemple, justement, le comportement de Gabriel Attal à l'égard de Marine Le Pen. Il est très offensif. Il passe son temps à dire, mais voilà, elle est condamnée, elle est candidate, il fait faire des affiches, il fait faire des déclarations extrêmement virulentes, alors que Édouard Philippe, lui, dit, attendez, moi, non, on va juger programme contre programme, son statut judiciaire ne m'intéresse pas. Édouard Philippe, il n'a nullement l'intention de faire tourner sa campagne autour de Marine Le Pen. Pour l'instant, l'avantage est plutôt du côté d'Édouard Philippe, mais Gabriel Attal se montre assez mobile, assez actif, assez dynamique, et Édouard Philippe, je trouve, est un peu à la ramasse. Comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, ça peut changer 15 fois, 20 fois. Mais il y en a bien qui va se désister. Oui, mais je voulais revenir 2 minutes sur Raphaël Glucksmann et François Hollande. Raphaël Glucksmann, il a dit, moi, je me déciderai en septembre. Comme par hasard, la primaire fermée du PS aura lieu en octobre. Est-ce qu'il pourra faire l'économie de se présenter à cette primaire fermée s'il veut le soutien du PS? Au PS, on dit, attends, il ne peut pas ne pas aller à la primaire, puis après dire, mais moi, je veux le logo, je veux l'argent, je veux le soutien. Donc, est-ce qu'il pourra faire ce passage-là sans
sans passer par la primaire. Première question. Quant à François Hollande, lui dit, bon, c'est pas compliqué, j'attends que tous ces petits jeunes, comme dit son entourage, se cassent la figure, et moi, en décembre, j'apparaîtrai comme le sauveur, celui qui a de l'expérience. Comme on sera dans une grande tension politique et peut-être une grande tension internationale, j'arriverai comme le sauveur. Ce sont des calculs très cyniques de la part de François Hollande. Et puis, je rappelle quand même que François Hollande n'a pas pu se représenter à son deuxième mandat. Il n'était pas en mesure de se représenter. Il n'avait pas la popularité suffisante pour le faire. Il a décidé de ne pas le faire. Il n'est pas aimé par le Parti socialiste qui n'a nullement l'intention de se ranger derrière lui. Non, il n'a pas décidé. Il a été contraint de ne pas le faire. Est-ce que là, il apparaîtra vraiment 10 ans après comme celui qui va sauver tout l'espace de gauche? Franchement, j'en doute. Emmanuel. Il y a à la fois des sur sondages cette de compétition popularité qui sont favorables à François Hollande, et puis les sondages d'intention de vote. Mais effectivement, la compétition à gauche, tout le monde a le même problème, c'est que tout le monde est bien conscient, et les électeurs de gauche encore plus conscients de cela que là, on parle de la gauche social social-démocrate, donc la gauche qui n'est pas la hors gauche Mélenchon. mélenchoniste. Voilà, Hors c'est ça. Mélenchon. La gauche, voilà, qui pèse à peu près 15%, et dans une partie des électeurs, je me réfère toujours d'ailleurs à l'enquête de Cluster 17 qu'on peut trouver sur leur site, est hésitante entre le centre et la gauche, qui d'ailleurs pourrait à un moment susciter une idée, là aussi, de tickets. Alors, comme le rappelait très justement Marie-Ève, c'est pas vraiment une mode française, les tickets à la présidentielle. La fois, on a essayé ça, je crois, c'était en 69, de faire Mendes France, ça n'avait pas été fameux comme résultat. Mais là, évidemment, on est dans une toute autre configuration. Et à un moment, il va falloir monnayer les désistements des uns et des autres. Donc, un ticket centre-droit, centre-gauche ça peut être un moyen ça serait vraiment une première. L'assise la plus large. Un airbag à droite, un airbag à gauche. Malgré tout, dans la séquence électorale de 2027, il y aura des législatives et qui vont être très importantes. Très, très importantes, puisque ça peut être, si c'est ric-rac, et ce sera probablement très juste. Il peut y avoir quelqu'un qui se mette en situation de dire, voilà, prenons notre revanche. Il y a un quatrième tour, jouons-le à fond. C'est ce qu'avait essayé de faire Jean-Luc Mélenchon en disant, élisez-moi Premier ministre. Je trouve que c'était Jean-Luc Mélenchon, donc ça n'a pas été ce que ça aurait pu être peut-être avec une coalition plus large. Donc on va voir l'intensité dramatique de la question RN ou pas RN au pouvoir, qui ouvre quand même le champ des possibles très très largement. Ça ouvre aujourd'hui plus le champ des possibles que le champ des responsabilités. C'est ce qu'on peut déplorer. Mais voilà, au printemps 2027, il en sera peut-être autrement. Un champ des possibles, donc avec un possible ticket centre-droit, centre-gauche. Donc, ça dépend Ça, je le vois plutôt à la fin. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a quand même une primaire au PS. Donc à la fin, et on se demande si elle va avoir lieu, honnêtement. Il y a des sondages. Les sondages, ils prédisent pas l'avenir, mais ils donnent un rapport de force. Quel est l'intérêt du PS à faire une primaire avec des candidats dont aucun ne dépasse 10%? Et si Raphaël Glucksmann est largement au-dessus, quel est son intérêt à aller débattre avec des candidats qui, dans les sondages, sont beaucoup moins hauts que lui, enfin hauts relativement, pour que ces gens-là le critiquent et donnent toutes les faiblesses auxquelles son électorat serait sensible. Parce que c'est ça la primaire. Souvenez-vous, François Hollande, quand c'est flou, il y a un loup, c'est Martine Aubry qui le dit. Ça a été utilisé par tous ses opposants. Mais cette primaire a laissé des traces. Les premiers à dire François Hollande, après tout, n'est pas légitime à l'Assemblée, ce sont les socialistes. Parce qu'ils n'ont pas digéré la primaire. Parce qu'il y avait Strauss-Kahn qui aurait dû être candidat, qui n'avait pas pu l'être. Et donc, ça laisse des traces, une primaire. Moi, c'est pas quelque chose qui crée une dynamique et qui crée du rassemblement. Enfin, là, ils ont quand même dit que vous allez la faire, c'est acté. la primaire. Elle est actée, oui, mais c'est qui? C'est un premier secrétaire qui a demandé un vote et qui a été contredit par le vote. Donc, c'est un peu étrange dans le leadership de ce parti. Virginie, elle est actée, la primaire. Oui, certes, Olivier Faure a été minoritaire parce que lui, il était pour une primaire ouverte. Et les militants se prononçaient pour une primaire fermée. Mais la primaire fermée est déjà entérinée et elle aura lieu en octobre. Je vois mal comment tout d'un coup ils vont dire finalement, on ne fait plus de primaire. Souvenez-vous, il y a eu des votes pour désigner les candidats au PS. Il y a des votes. Au sein du PS, il y a toujours eu un vote. Alors, il y a des candidats qui se présentent et puis qui font un score très bas. Ils peuvent faire une primaire jouée d'avance parce que ça coûte de l'argent, ça n'en rapporte pas forcément, vu l'état dans lequel ils sont. Donc, ils pourraient rétropédaler, en fait. Non, ils peuvent organiser une primaire qui n'en est pas une, puis voilà. Et puis voilà. Il y a l'argent, il faut mener une campagne législative, il faut avoir les candidats dont on est sûr d'assurer les arrières financiers, parce qu'il faut que les banques prêtent aux candidats. S'il n'y a pas le parti derrière qui rembourse le minimum,
les candidats, ils ne vont pas être nombreux à y aller sur leur denier personnel ou sur des prêts qu'ils vont prendre eux-mêmes en leur propre nom. Donc tout ça va jouer à la fin. Et puis Olivier Faure, il prétend vouloir être candidat maintenant, un de plus, quoi. C'est un paramètre très important, l'argent, parce que on peut se dire, oui, ce sera raisonnable de regarder en janvier, en février, mais les gens qui auront dépensé beaucoup d'argent d'ici là, ils auront quand même très fortement la tentation d'y aller, ne serait-ce que pour faire les 5% qui leur donneront accès au remboursement des dépenses de campagne. Donc si on attend trop, il y a des situations qui s'enquistent tout simplement parce que les candidats, alors il y en a qui sont plus ou moins riches, mais les candidats empruntent, et ceux qui sont crédités d'un bon score aujourd'hui trouvent de financement, on trouve plus facilement des crédits et ensuite il faut rembourser. Et ils s'engagent parfois sur leur denier personnel. Rappelons-nous la situation de Valérie Pécresse en 2022. Donc ceux qui sont candidats aujourd'hui et dépensent de l'argent, ça va être difficile de les faire renoncer en janvier, février ou mars au motif que ça ne le fait pas. Par exemple, Gabriel Attal. Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, lui, voilà, il a le plus gros groupe à l'Assemblée nationale, un parti qui a plus de moyens. Voilà, mais Édouard Philippe, je crois, a contracté un prêt là. Voilà, donc c'est ça. Ça peut pas être trop tard la décision pour certains, parce que trop tard, ça veut dire se retrouver dans une situation financière extrêmement compliquée. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et puis il y a les thèmes de campagne, parce que là on parle casting, mais il y a bien un moment donné où il va falloir regarder aussi ce qui intéresse les Français. Et le pouvoir d'achat, c'est quand même toujours ce qui ressort en numéro 1. Donc on dit que la France est à droite, ça on l'entend beaucoup, mais lorsqu'on regarde les thèmes, les Français s'intéressent d'abord au pouvoir d'achat, à l'avenir du système social, et en 3, niveau de la dette et des déficits. Et ensuite, immigration, délinquance. Donc c'est quand même assez intéressant. Pourquoi est-ce que le pouvoir d'achat revient comme ça, comme thème préféré des Françaises, qui voudraient peut-être parler de taxes, de taxation, enfin peut-être que du coup un débat sur la fiscalité sera peut-être présent. Mais le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation qui n'est pas une lubie de campagne, c'est une préoccupation pour les Français qui est une préoccupation de chaque jour et de chaque mois. Donc effectivement, c'est un vrai souci pour eux. Je crains, moi, que dans cette cacophonie politique et dans finalement cette campagne qui démarre vraiment faiblement avec des programmes qui sont mal exprimés, je crains qu'on ne parle pas... Pas clair pour l'instant. Non. Alors, et que tout ça se fasse dans la précipitation in extremis dans la dernière ligne droite, je crains qu'on ne parle pas de grand-chose. Je note quand même une chose, c'est que la dette, qui aujourd'hui est en 3e position, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, était il y a quelques années reléguée au fin fond du fin fond. Donc il y a quand même une prise de conscience que notre pays est dans une situation extrêmement délicate et que cette dette-là va entraver très largement les capacités qu'a l'État à investir dans des domaines, à employer, à renforcer la justice, l'éducation, le système de santé qui est en très grande fragilité. Est-ce que ces questions-là seront réellement sérieusement abordées ou est-ce qu'elles seront évacuées au profit d'un désordre politique que personne n'arrivera à régler? Parce que oui, effectivement, si quelqu'un veut réellement un jour se mettre en tête de battre Marine Le Pen, il faudra un candidat qui puisse à la fois rallier des voix de droite et des voix de gauche. Est-ce que la sagesse politique l'emportera sur les ambitions des uns ou des autres? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais alors, quand vous dites effectivement candidat de gauche, donc plutôt sur le pouvoir d'achat, candidat de droite plutôt sur la dette. Enfin, si on caricature un peu. Si on regarde les enquêtes, ce qui évite de caricaturer, ce qui permet de parler de manière documentée, il y a des thèmes qui sont très fédérateurs. Santé, pouvoir d'achat, retraite. Et il y a des thèmes qui intéressent que certains électorats. Sécurité, immigration, ça intéresse à partir de l'électorat LR et puis l'électorat RN, mais qui pèse, rappelons-le, quasiment un tiers. Et à l'inverse, il y a un thème qui intéresse quasiment plus à partir du centre droit, qui est le climat, qui est très 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 élevé. Alors est-ce que ça va revenir justement sociale. avec ces canicules à répétition, ou est-ce qu'on aura déjà oublié l'hiver prochain? Alors non, ça peut revenir parce que tout ça est cyclique. C'est-à-dire que la préoccupation climatique, elle a beaucoup augmenté entre 2017 et 2019-2020. Puis à l'époque, alors qu'on pensait que le Covid allait donner encore plus d'importance, a plutôt eu tendance à reculer par la suite. Et puis il y a la crise d'abord inflationniste de la fin 2021 et l'attaque de la Russie qui a mis le pouvoir d'achat en tête. Mais du coup, il faut regarder effectivement les sujets qui montent aussi. C'est vrai que la dette est de plus en plus appréhendée par... On peut dire, si on veut, si ça amuse de dire que le niveau baisse dans le pays. Moi, je constate, en tant que sondeur qui fait ce métier depuis 30 ans, que la capacité à appréhender les sujets politiques augmente dans ce pays. Y compris les sujets complexes. Y compris les sujets complexes. Donc, les gens savent ce que c'est que la charge de la dette. Ouais. Et puis, il y a des sujets qui sont un peu sous le radar. Il y en a un que je trouve intéressant de citer, parce qu'à chaque fois qu'on met
cette possibilité de choix dans les listes des priorités. Et ça sortirait où? Il s'agit du bien-être animal ou de l'attention portée à nos animaux de compagnie ça, en c'est plutôt un sujet de particulier. gauche. Et non, oui, non, ça a été un sujet d'accord. très habilement préempté par Marine Le Pen, qui vrai. en a tiré bénéfice au moment de l'inflation et de la crise inflationniste de 2022, et qui a mis sur le sujet la nourriture pour chiens et chats comme étant les sujets de grandes difficultés auxquelles les gens devaient faire face, parce qu'il y avait une très forte augmentation de ces produits-là pour tout un tas de raisons. Donc c'est ça aussi qui va faire un peu la campagne, c'est la capacité de certains candidats à aller trouver ces sujets dont on ne parle pas tellement. Les sujets niches. Les sujets un peu niches, excellent jeu de mots de Virginie Leguet sur ce plateau, mais qui font dire aux gens, ah ben celui-là, il est proche de nos préoccupations, ou celle-là est proche de nos préoccupations. Marie-Ève Bouanoui. Oui, je crois que sur le climat, il va se décliner différemment, puisqu'on a parlé du climat au niveau de la Terre, de l'ensemble de la planète, avec la couche d'ozone. Et le climat n'a pas été traité dans la vie quotidienne des gens. C'est ce qu'on voit apparaître avec la canicule. Il faut ne plus avoir de voiture, taxer le gazole, etc. Mais les gens se rendent compte là, c'est les logements qui posent un problème. C'est l'urbanisation. Et le logement, c'est aussi du pouvoir d'achat. C'est aussi le sentiment qu'il y en a qui ont les moyens d'adapter leur vie, leur logement au réchauffement climatique, et puis d'autres qui vivent dans des foyers HLM ou sociaux où il n'y a pas de volets, alors qu'ils ont des fenêtres qui prennent le soleil toute la journée. Ben, on construit sans volet. Et puis on n'en met pas. Il y a cet exemple de vieille dame qui est morte dans un immeuble où on avait fait de la rénovation énergétique. Donc on avait parlé du climat, on avait fait des travaux, mais après on n'a pas mis de volet. Et elle est morte de chaleur chez elle. Donc ça, les gens disent, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Et donc le climat en fait partie. Et évidemment, l'énergie, le pouvoir d'achat, et donc se chauffer, faire baisser la température, tout ça sont des sujets qui reviennent toujours un peu au pouvoir d'achat et au sentiment d'injustice. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Virginie Leguet. Je voulais dire un mot sur Marine Le Pen et les animaux. C'est peut-être un sujet niche, mais c'est un sujet d'abord qui, elle, la concerne pleinement, parce qu'on sait qu'elle a des chats, elle est allée à des réunions très importantes à l'Élysée à Matignon avec son panier à chats, elle a passé un diplôme pour s'occuper des chats, donc elle est capable, si elle devait arrêter la politique, de se reconvertir. Et ça, c'est quelque chose que les Français pourraient ressentir, c'est-à-dire la façon dont la façon qu'elle a de parler des animaux et des chats est très, très intime pour elle. Et ça peut faire partie d'un sujet qui la sorte un peu de ces ornières politiques classiques. Ça sortira des sujets géopolitiques. Elle ne gagnera pas grâce aux chats, c'est pas ce que je dis. Les sujets géopolitiques auront qui intéressent de plus en plus les Français. Mais là aussi, c'est en un Ukraine. peu une vieille lubie de dire les Français ne s'intéressent pas à la politique internationale. Jamais vu que les Français ne s'intéressaient pas à la politique internationale dans les enquêtes à chaque fois qu'il y avait des événements internationaux. Ça avait été extrêmement important en 2022. Ça avait été très important aussi en 2017. On était dans le sillage du Brexit, de l'élection de Donald Trump. C'était des sujets qui avaient été débattus. Et là, les questions se posent évidemment. Enfin, on a une actualité qui a été dominée depuis janvier 2025 en permanence par Donald Trump, qui est venu faire intrusion comme en mettant le pied dans la porte, la fenêtre et dans nos télévisions, nos et radios. c'est sûr qu'il sera dans la campagne. Et c'est certain qu'il sera dans la campagne. En plus, avec une volonté d'ingérence qui est assumée par le vice-président J.D. Vance. Donc oui, ce sera un sujet aussi. Merci. On va être avec nous Virginie Leguet, Marie-Ève Malouine. Merci Emmanuel Rivière. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à tous en régie.